Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au cas des OGM qui fait état de controverses depuis quelques décennies maintenant. On va donc essayer de répondre à différentes questions. Euh, où en sommes-nous dans le débat aujourd'hui tout d'abord? Puis quels ont été les différents rebondissements et les différents acteurs de celui-ci? Quels sont réellement les effets des OGM? Quelle place ont-ils dans les différentes régions du monde? Et enfin le plus important, quel avenir pour eux dans l'Europe? On va donc essayer de répondre à ces différentes questions, mais avant tout rappelons l'essentiel, qu'est-ce qu'un OGM? L'OGM, qui signifie donc organisme génétiquement modifié, est une désignation qui s'emploie pour un être vivant dont le génome a été délibérément modifié selon les techniques de la transgénèse. Dans le vocabulaire courant, il signifie généralement des plantes qui sont cultivées et destinées à la consommation animale mais également humaine, dont le patrimoine génétique a été modifié dans le but non seulement d'améliorer sa qualité nutritive mais également de mieux résister aux pesticides. Plus simplement, prenons l'exemple du maïs OGM. Un gène étranger y a été introduit afin qu'il soit plus résistant aux pesticides, plus productif et plus rentable. Mais au vu de ces apports du coup qui paraissent relativement positifs, pourquoi donc les OGM ont-ils suscité tant de controverses? Tout d'abord, rappelons-nous les faits majeurs de l'histoire des OGM qui font qu'aujourd'hui leur production est interdite en France. La commercialisation des OGM débute dans les années 90. Ce sont les États-Unis qui sont les premiers producteurs d'OGM au monde et leur commercialisation se fait principalement vers l'Europe. Donc le début de cette controverse prend point de départ le jour où les OGM arrivent en Europe. S'installe alors un flou autour de la dangerosité des OGM. Donc d'un côté, on a Monsanto qui est le leader de production des OGM au monde et qui, avec son allié Bayer, détient plus de 2 tiers des pesticides dans le monde, assure selon certaines de ses études que leurs OGM n'est ni dangereux pour l'environnement ni pour l'homme. D'un autre côté, on a la Fédération paysanne et les faucheurs d'OGM en France qui, eux, face à l'incertitude laissée par les dirigeants européens et les potentiels dangers des OGM, eux préfèrent détruire les champs d'OGM. Donc en effet, on peut imaginer qu'on peut bien douter de la parole du géant américain qui a plutôt intérêt à faire valoir son produit d'OGM que de se soucier dans les détails de sa dangerosité. Cependant, le géant américain est dans les règles. Il a effectué des études studiera d'une durée de 3 mois, soit la durée minimum légale pour pouvoir commercialiser un quelconque produit. Cependant, certains partis vont contester ces études et c'est à partir de ce point que va éclater le premier scandale lié aux OGM. Le scandale sur les OGM a commencé en 1998 suite à l'étude d'un scientifique français, Gilles-Éric Serralini, sur une population de rats. Il cherchait à prouver la dangerosité des OGM sur la santé alimentaire. Donc pour cela, il a réalisé donc une étude sur une population de 200 rats pendant 2 ans. Et il s'est avéré qu'au bout de 2 ans, un rat sur 10 mourait alors qu'il n'a pas été nourri aux OGM, alors que 7 à 9 rats nourris aux OGM, avec ou sans pesticides Roundup, mouraient suite au développement d'une tumeur. Ces tumeurs se développaient au bout de 3 mois. Et 3 mois, c'est la durée de l'étude réalisée par les industriels comme Monsanto pour prouver que les OGM n'avaient pas d'impact sur la santé. Alors qu'en fait, ils ne pouvaient juste pas voir le développement d'une tumeur sur une si petite durée. Donc suite à cette polémique, les rétracteurs à cette étude ont quand même réussi à la discréditer en ayant pour argument que la population utilisée n'était pas assez nombreuse, que cette population avait une prédominance à développer des tumeurs et que le temps était trop court. Donc aujourd'hui, on se retrouve sans aucune étude réalisée sur la dangerosité des OGM et ce qui maintient en fait le débat et la controverse sur ceux-ci. Aujourd'hui encore, de nombreux consommateurs restent perplexes face aux effets des OGM et la plupart d'entre eux évitent de consommer des produits OGM. En effet, bien qu'il n'ait pas encore été prouvé que les OGM constituent un réel danger, il semble délicat de ne pas prendre en compte cette éventualité tant les répercussions sur l'environnement et sur la santé pourraient être importantes. Cela s'explique notamment par la facilité de propagation des gènes OGM dans la nature, qui pourrait à long terme contaminer les champs non OGM. Les agriculteurs restent impuissants face à cette potentielle propagation, puisqu'aujourd'hui la monoculture est largement pratiquée dans le monde. En effet, ce sont des champs entiers d'OGM qui sont cultivés. On verra plus tard que l'écosystème évolue en présence de plantes OGM, et cela pose donc des questions sur l'intérêt de cette méthode.
Dans la théorie, un OGM peut être généré naturellement par le biais d'une mutation dans le génome d'une plante, par exemple, mais cette probabilité reste très très faible. C'est pourquoi les industriels ont développé leurs propres OGM en créant artificiellement les mutations pour conférer aux plantes, par exemple, la résistance à un herbicide ou aux mauvaises herbes. On peut donc se demander si aujourd'hui un maïs transgénique n'est pas seulement une éponge à herbicides dans le but d'améliorer les ventes des agriculteurs. En effet, lorsque les compagnies vont vendre leurs semences, ils vont aussi vendre le pesticide qui va avec. Donc c'est un petit peu ce qui est reproché aux OGM aujourd'hui. On se demande s'ils ne sont pas seulement liés à un business, plutôt que produits pour répondre à leur objectif premier qui est nourrir la planète. Aujourd'hui, ce sont des OGM sous forme de maïs, coton et soja qui sont produits massivement aux États-Unis et que l'Europe autorise à l'importation malgré le fait que 19 États membres soient contre cet avis. Cette décision a été caractérisée par Manuel Valls comme une faveur faite au lobby. Aujourd'hui, ce sont donc 36 millions de tonnes de soja qui sont importées en Europe pour la nutrition des animaux, destinés à notre consommation. Cependant, en France, la culture d'OGM est interdite sur le territoire. En effet, après que la production de maïs MON 810 ait atteint 20 millions d'hectares en 2007, soit environ 1% de la production nationale, la France a déposé en 2008 un moratoire. À cette époque, les agriculteurs devaient déclarer leurs champs OGM et aucune restriction de distance entre des champs OGM et des champs non OGM n'existait malgré les demandes des agriculteurs et ce pour des raisons de rentabilité. En Europe, une entreprise qui veut commercialiser un OGM doit tout d'abord faire une demande à l'Union européenne. Elle fournit ensuite une évaluation des risques du produit. La Commission européenne s'est réunie alors avec différents experts qui donnent leur avis scientifique. C'est à ce moment-là qu'intervient un facteur important et qui peut être débattu. En effet, on peut remettre en question l'exigence des scientifiques. En effet, c'est celle-ci qui va en partie permettre à un OGM ou non d'être accepté. Or, bien que l'on souhaite tous que la science soit souveraine, dans les faits, cela est bien différent. En effet, selon les critères, les expériences et les caractéristiques exigées par les scientifiques, l'OGM peut tout simplement ne pas être commercialisé. Si peu de tests sont demandés, les OGM présentent un intérêt économique. Mais dans le cas contraire, si des tests en serre et sur animaux sont demandés, alors la rentabilité du produit est immédiatement remise en question. Or, face à la force des lobbies, qui est indéniable, la science est difficilement souveraine et on peut imaginer que le scientifique pourrait donc malheureusement faciliter l'insertion d'un OGM sur le marché. Ainsi, après avoir donné leur avis sur le dossier de l'entreprise, la Commission européenne propose aux États membres de valider ou non l'OGM sur le territoire. Le gouvernement peut lui alors, avant de prendre position, consulter deux instances, le HCB et l'ANSES. Ainsi, on constate qu'il y a de nombreux contrôles avant l'autorisation d'une culture d'un OGM. Or, le vrai problème est que ce sur quoi reposent ces jugements est tout simplement le dossier de l'entreprise. Or, on imagine bien que l'entreprise n'est pas toujours très neutre et qu'elle pourrait très bien masquer certaines informations afin de pouvoir commercialiser son produit. Au-delà des décisions prises à l'échelle européenne ou par les différents États membres de l'Union, les associations, les chercheurs ou encore les citoyens ont été relativement consultés, relativement informés dans la prise de décision. Et on en a quelques exemples. En septembre 2000 ont été organisés des débats publics dans plus de 60 villes en France sur justement les questions d'OGM. Encore plus récemment, en mai 2011, une rencontre débat avec l'ambassade des États-Unis a été organisée sur les questions de biotechnique verte ou encore d'innovation en agriculture. Néanmoins, on constate toujours certains manques dans le débat. En effet, le manque de clarté dans la prise de décision ou encore dans l'information, la diffusion de l'information à la population, lié parfois à un certain manque de connaissances, ont pu provoquer chez certaines personnes des actes assez violents, ce qui est le cas des faucheurs d'OGM en France. Néanmoins, là encore, leur position reste difficilement jugeable. En effet, on peut comprendre ces actes quand on réalise que finalement, en interdisant leur production en France, l'État reconnaît en quelque sorte leur dangerosité et qu'ils avaient raison de lutter contre un produit qu'ils jugeaient dangereux. Néanmoins, comment peut-on tolérer des actes qui sont finalement ceux de la hors-la-loi ? En effet, on ne peut pas autoriser tout citoyen à détruire ce dont il ne veut pas, sinon on irait tout droit à l'anarchie. Ainsi, les avis restent partagés et déterminer la vérité reste très difficile.
Concernant la législation en France, tout produit composé d'au moins 0,9% d'aliments OGM porte un étiquetage spécifique. Néanmoins, les grandes surfaces ont joué le jeu et ont décidé de respecter l'avis global des consommateurs en ne proposant pas ces produits. En revanche, 3 points restent sous controverse. En effet, il n'est pas obligatoire de spécifier la mention OGM dans les cantines. De plus, si des gènes OGM se sont retrouvés dans différentes plantes, il est impossible d'en avoir connaissance. Et enfin, et cela constitue un point relativement important, les animaux nourris aux OGM, lorsqu'ils sont vendus, ne portent aucune trace de ce régime alimentaire. Or, on peut imaginer que consommer des animaux ayant suivi un régime alimentaire à base d'OGM revient quasiment directement à consommer ces OGM. Si bien qu'aujourd'hui, les consommateurs ne savent pas vraiment s'ils se retrouvent confrontés ou pas à des OGM dans leur alimentation. Or, ce sont plus de 80% des animaux qui en consomment. Rappelons tout d'abord le processus de fécondation chez les plantes. Il s'agit du transport du pollen d'une plante via le vent ou des insectes sur le pistil d'une autre plante qui sera donc fécondée. On peut donc imaginer qu'il est impossible d'éviter une contamination des OGM sur une parcelle conventionnelle. La contamination peut être due aussi à l'utilisation des machines qui cultivent les champs OGM. Bon, évidemment, pour pallier à ce problème, on pourrait utiliser des machines spécifiques à chaque culture. Mais le souci de contamination des OGM est tout de même réel puisque les agriculteurs eux-mêmes cherchent des solutions pour y pallier, comme par exemple la mise en place de barrières végétales pour stopper le transport du pollen, ou encore délimiter des zones géographiques spécifiques à la culture des OGM. Cependant, à qui seraient les frais de ces mesures de coexistence ou, en cas de problème, en cas de contamination, qui seraient les responsables? Donc pour l'instant, l'Union européenne a laissé ces questions en suspens pour chacun des États membres. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas d'uniformisation sur ces questions de coexistence. Donc justement, sur cette question de coexistence, deux parties s'affrontent, les pour et les contre. Les contre, eux, avancent l'argument suivant. Si la culture de plantes transgéniques s'accroît à grande échelle, la contamination des cultures traditionnelles serait alors inévitable, car une protection totale à grande échelle est quasiment impossible à mettre en place. Donc à long terme, quels peuvent être les risques? Imaginons que dans 10, 20, 30, 40, 50, voire même un siècle, la globalité des cultures au monde soit transgénique. Et imaginons maintenant que pour telle ou telle raison, la consommation des OGM doit être arrêtée. Alors l'humanité souffrirait d'une énorme carence alimentaire, car il serait impossible pour l'homme de retourner à une culture traditionnelle. Et puis il y a les gens qui sont pour la coexistence. Leur idée est qu'il faudrait accepter un certain taux transgénique supérieur à celui qui est actuellement de 0,1%. Donc enfin, les deux parties affirment que la mise en place de ces mesures de coexistence susciterait un coût très onéreux et rendant à court terme les OGM beaucoup trop chers. En conclusion, bien que les OGM aient soulevé de nombreuses controverses, il semblerait qu'aujourd'hui aucun avis définitif n'ait pu être établi, dû au manque d'information des citoyens et des politiques. Ainsi, en France, suite au rejet des citoyens et aux actions des faucheurs d'OGM, ils sont interdits à la culture. Néanmoins, les OGM sont encore un sujet de controverse et de nombreuses zones d'ombre restent à éclaircir afin de savoir s'ils sont nocifs ou non pour notre santé et pour notre environnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à regarder l'autre vidéo qu'on a faite. On vous met le lien dans la description.